Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses. Bel après-midi à toutes et à tous. L'émission de cet après-midi, Madame, Messieurs, est axée sur la justice. Dans un instant, nous recevrons Madame Sitou Milando Lenda, qui est magistrate. Mais avant cela, nous allons vous proposer son portrait qui sera lu par Madame la directrice de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Coco Laila, Coco. Lenda Sitou Milandou, c'est une dame qui a obtenu son baccalauréat littéraire en 1999 à l'école française Charlemagne de Pointe-Noire. Quelques années plus tard, elle s'envole pour la France. Et entre 2006 et 2007, elle va se présenter au concours d'entrée à l'école nationale de magistrature, ENEM, en France, notamment à l'Institut d'études judiciaires à l'Université de Reims. Une année plus tard, en 2008, elle en sortira avec un master en droit pénal et sciences criminelles. L'amour du pays étant très fort dans ses entrailles, elle décida de rentrer au pays et comme toujours animée par la soif d'apprendre dans le domaine qu'elle avait choisi, la magistrature, elle se présenta alors entre 2009 et 2010 au concours d'entrée à l'école nationale de magistrature, nationale d'administration et de magistrature, ENAM, qui est juste à côté de nous ici. Et en 2011, pendant qu'elle est en formation à l'ENAM, elle va s'envoler pour la Côte d'Ivoire, allant prendre part à la 4e édition du concours régional de plaidoirie en droit international humanitaire, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge. Et vous n'allez peut-être pas croire, mais en tout cas, elle était la Congolaise qui avait remporté ce concours. Elle rentre au pays, poursuivant sa formation à l'ENAM. Elle sort de là en 2012 avec son diplôme de l'ENAM qui sanctionne son parcours de formation en magistrature. Et en 2014, toujours dans la quête perpétuelle de recherche de l'information, de la formation, elle va s'envoler pour la Corée du Nord pour une formation sur l'amélioration et l'administration d'une justice efficace. En 2017, elle s'envole encore pour la France pour être formée sur l'audience pénale et introduction à l'éthique du juge. Vous comprenez que c'est une femme qui est toujours en perpétuelle en quête de formation. Et pour ce qui est de son parcours professionnel, lorsqu'elle termine à l'ENAM en 2012, dès juin 2013 jusqu'à nos jours, au moment où nous parlons, elle est substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Je sais que tout ça, c'est comme une vue d'esprit pour vous, mais vous aurez l'occasion de poser des questions sur ce que c'est. De 2013 à 2016, elle a été directrice de cabinet adjointe. Moi, j'aime bien féminiser les postes quand c'est une femme qui est à la tête. Directrice de cabinet adjointe au ministère de la Construction, de l'urbanisme, de la ville et du cadre de vie. Là, on est en 2016 et 2017. Pardon, je disais tout à l'heure 2013 et 2016. Elle était attachée en charge des libertés fondamentales au ministère de la Justice et des Droits humains. De septembre 2017 jusqu'au moment où nous parlons, elle est conseillère au commerce extérieur au ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. Et de 2019 à 2020, elle est membre du comité ad hoc de rédaction de la stratégie nationale de la zone de libre-échange continentale Afrique. En Afrique. Les autres informations liées à notre magistrate, elle parle 4 langues,
s'il vous plaît, 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et là, vous avez compris que c'est une femme qui est en perpétuelle formation, donc les autres langues pourraient s'ajouter avec le temps. Elle a eu une parfaite maîtrise de l'outil informatique. Elle manie bien le Word, l'Excel, le Publisher, PowerPoint, Outlook et j'en passe. Elle est membre très actif de l'Association des femmes juristes du Congo, membre très actif de la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques et membre du club du droit international humanitaire plus. Et vous avez compris avec l'évocation de son parcours que c'est une personne qui voyage beaucoup. Donc elle aime le voyage et pour faire toutes les formations qu'elle a eu à faire, elle aime forcément la lecture. Et pour concilier le tout, puisqu'elle travaille beaucoup, il faut aussi se distraire. Elle aime bien le théâtre. Elle fait du sport, vous n'en aurez pas l'impression, mais c'est une très grande sportive. Et elle aime la peinture. Voilà brossé le tableau de la magistrate que nous allons recevoir d'un moment à l'autre et qui devrait servir de modèle à la jeune génération montante que vous êtes. Merci. Je suis Madame Sitou Milandou, je suis magistrat. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un magistrat. Je suis substitut du procureur de la République et je suis également membre d'une association, l'Association des femmes juristes du Congo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la justice, je vais vous parler du droit. Donc, je vais essayer d'utiliser des mots assez simples pour que vous puissiez comprendre et peut-être que certains d'entre vous voudront devenir plus tard des magistrats dans notre cher pays. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le symbole de la justice. En général, quand on parle de la justice, on représente la justice par soit une balance ou une femme qui tient une balance et qui a les œufs bandés. Donc, le bandeau qu'elle a au niveau des yeux, ça représente en fait l'impartialité, parce que la justice doit être impartiale. Ça veut dire que la personne qui rend une décision de justice ne doit pas avoir de parti pris. Elle doit appliquer juste le droit. Elle doit juste appliquer la loi, c'est-à-dire faire respecter les règles qui ont été établies dans la société. La dame qui représente la justice a également un glaive. Un glaive, c'est une épée. L'épée, ça représente la sanction, la punition. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'auront pas respecté les règles établies dans la société, ces règles, on peut les retrouver dans toutes les lois de notre société, dans la Constitution, dans les différentes lois de protection des enfants. Donc, lorsque ces personnes ne respectent pas ces lois, la justice est là pour les sanctionner. Et la balance est là pour établir l'équilibre. Donc, lorsqu'on rend une décision, la décision, elle doit être juste, elle doit être mesurée. On pèse le pour et le contre. Il faudrait que la décision qui est prononcée soit proportionnelle à l'infraction. C'est-à-dire, lorsque vous allez, par exemple, voler, je ne vous demande pas d'aller voler un manioc. Si, par exemple, quelqu'un a faim, il peut arriver qu'il aille prendre un manioc. Cette personne va être punie. Mais la personne ne va pas être punie comme la personne qui va, par exemple, tuer quelqu'un. Donc, en fait, les punitions sont équilibrées par rapport à l'acte que vous posez. Alors, vous avez... la justice s'exerce dans un palais de justice. Donc, le palais de justice, c'est le grand bâtiment, c'est cet édifice-là où les cours et tribunaux, en fait, rendent leurs décisions. Donc, en général, les décisions sont rendues dans une salle qui s'appelle une salle d'audience. Donc, dans cette salle d'audience, vous avez les magistrats qui sont assis un petit peu en haut, les magistrats du siège. Vous avez à gauche les magistrats du parquet
Et à droite, vous avez les greffiers. Et derrière, vous avez toute la foule, parce que les audiences, en général, elles sont publiques. Donc même vous, si vous voulez assister à des audiences, vous avez la possibilité d'assister à ces audiences. Voilà. Et donc, les magistrats, en général, quand ils exercent, ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ils portent une robe qui s'appelle une toge. C'est une robe que tous les magistrats doivent porter en rentrant dans la salle d'audience. Le port de la toge est obligatoire. C'est comme vous avez des tenues à l'école, vous n'allez pas à l'école en civil, vous allez avec votre tenue. Et les magistrats, c'est la même chose. Lorsqu'ils vont dans la salle d'audience, ils doivent avoir leur robe. Donc, suivant qu'on est au tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, on a une toge noire. Et quand on est à la cour d'appel ou à la cour suprême, là, nous avons une toge rouge. Alors, pourquoi je vous parle de tribunal de grande instance, tribunal d'instance, cour d'appel et cour suprême? Parce que nous avons dans notre pays 3 degrés de juridiction. C'est-à-dire, lorsque vous avez un problème, par exemple, quelqu'un vous a tapé, vous allez porter plainte. Donc, votre problème sera traité au niveau du tribunal de grande instance. Donc, c'est le premier niveau. Une fois que le juge rend sa décision et que vous n'êtes pas d'accord avec la décision que le juge a rendue, à ce moment-là, vous faites appel. Donc, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Et là, le dossier quitte le tribunal de grande instance et monte au niveau de la cour d'appel. Et quand ça arrive au niveau de la cour d'appel, là-bas également, les magistrats de la cour d'appel vont rendre un arrêt. Donc la décision qui est rendue au premier degré, donc dans les tribunaux de grande instance, s'appelle un jugement. Et lorsque ça monte à la cour d'appel, ça s'appelle un arrêt. Et lorsqu'un arrêt est rendu à la cour d'appel et que vous n'êtes toujours pas d'accord avec la décision des juges, à ce moment-là, vous faites un autre recours qui s'appelle un pourvoi en cassation. Et là, la dernière cour s'appelle la Cour suprême. Donc, c'est le dernier tribunal. Donc, si cette Cour suprême a rendu une décision, que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a plus d'autre choix. On sera obligé d'appliquer la dernière décision de cette Cour suprême. Donc, voilà un petit peu pour les différents degrés de juridiction. Il y a 2 types de magistrats. Vous avez des magistrats du siège, communément appelés juges, et vous avez également des magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, ce sont les procureurs de la République, substituts du procureur. Alors, pourquoi magistrats, on dit magistrats du siège? Parce qu'en général, ces magistrats sont assis. Et magistrats du parquet, parce qu'à l'époque, les magistrats se tenaient debout dans un enclos, en fait, dans un petit parc. C'est pour ça qu'on les appelle magistrats du parquet. Parce qu'en général, le magistrat du parquet se lève pour prendre la parole. Il est rarement assis. Lorsqu'il parle, il est toujours debout. C'est pour ça qu'à la différence, on l'appelle magistrat debout. Magistrat du parquet ou magistrat debout. Alors, les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent se soumettre doivent obéir à certaines règles. C'est-à-dire, ils ont une certaine déontologie. C'est-à-dire, le magistrat doit être digne, le magistrat doit être impartial, le magistrat doit être humaniste, le magistrat doit respecter les règles, le magistrat doit être droit, le magistrat doit être juste. Voilà, donc du coup, il y a un certain nombre de règles qui encadrent la profession de magistrat. Hein, c'est comme vous à l'école, vous avez peut-être des règles, on vous demande aux élèves d'obéir au professeur, de ne pas crier, de ne pas taper les autres, vous voyez. Donc au niveau de la magistrature, il y a également un certain nombre de règles à respecter pour le bon fonctionnement de la maison de justice. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur la justice et le droit. Bonjour madame, je m'appelle Kaya Tézia, élève du groupe scolaire des âmes de Jules Trésor en classe de 6e. Qu'est-ce que la justice? C'est un principe philosophique, un principe moral, un principe juridique, en fait, qui fait respecter les règles établies dans une société. Donc, lorsque dans une société organisée, il y a en place des lois, il y a en place des normes, la justice est là pour faire respecter, pour faire appliquer justement ces règles-là établies dans notre société pour le bon fonctionnement de cette société.
pour maintenir l'ordre public, et la justice donc est là pour sanctionner toutes les personnes qui ont des attitudes, qui ont des comportements, qui ont des actes qui sont interdits par les lois mises en place dans notre société. Un exemple, alors la justice par exemple, dans le code pénal, on dit qu'il est interdit de donner des coups et blessures. Donc, il est interdit de taper quelqu'un. Donc, ça veut dire que lorsque vous tapez quelqu'un, la personne que vous tapez peut aller au tribunal, porter plainte contre vous pour coups et blessures volontaires. Parce que la personne a décidé de se lever et de vous donner un coup de poing. Donc, ça, c'est interdit par la loi. Dans notre code, c'est l'article 309 et l'article 311 du code pénal qui interdisent les coups et blessures volontaires. Donc, la justice est là lorsque vous recevez un coup, quelqu'un vous donne un coup et vous blesse. La justice est là justement pour sanctionner la personne qui vous a donné le coup, la personne qui vous a tapé. Bonjour madame, je m'appelle Bibéi Lap Michel, du groupe scolaire Les Amis de Jules Trésor en classe de 4e. Je voudrais savoir, pourquoi doit-on avoir des magistrats et des avocats dans une société? Les magistrats sont là pour faire appliquer la loi. Les magistrats sont là pour requérir l'application de la loi, et les magistrats sont là pour représenter les intérêts de la société. Alors que les avocats, eux, ils sont là pour conseiller des personnes, conseiller, assister, représenter leurs clients. Donc les avocats sont là pour les intérêts d'une personne, d'un individu. Or, les magistrats sont là pour l'intérêt de la société. Est-ce que tous ceux qui portent les robes noires au tribunal sont des avocats? Alors, dans un tribunal, toutes les personnes habillées en toge noire ne sont pas des avocats. Vous avez des magistrats habillés en toge noire, vous avez des greffiers habillés en toge noire. Donc, du coup, ce n'est pas réservé qu'aux avocats. Hein, il y a d'autres corps qui sont habillés en toge noire. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de porter des robes noires alors que nous savons que le noir est la couleur du deuil? Les avocats, en fait, ont hérité d'une ancienne tradition. Parce qu'à l'époque, il y avait des ecclésiastes, des prêtres qui s'habillaient en fait en soutane noire. Ils avaient tous des soutanes noires et ils allaient des fois plaider, c'est-à-dire ils avaient le rôle d'avocat en fait. Et lorsque le métier d'avocat, le corps d'avocat a été créé, donc on a continué en fait avec cette habitude. Donc comme les prêtres avaient des soutanes noires, ils ont gardé les mêmes soutanes pour les transformer en toge. Donc voilà tout simplement pourquoi c'est noir. Ma question est la suivante. Comment on appelle la robe noire des avocats? La robe noire des avocats, des magistrats, s'appelle la toge. Que ce soit des avocats, des magistrats, ça s'appelle une toge. Soit la robe d'audience, soit la toge. Ma question est la suivante. Existe-t-il des prisons pour des élèves que nous sommes? Au niveau de la maison d'arrêt, il y a un quartier qui est réservé aux mineurs. Parce qu'effectivement, il y a des mineurs, lorsqu'ils ont commis une infraction, qui peuvent justement être arrêtés. Ils passent devant le juge pour enfants, parce qu'étant donné qu'ils sont mineurs, ils ne peuvent pas être jugés par les juges ordinaires. Donc, ils sont jugés par un juge pour mineurs. Et lorsqu'ils sont condamnés, donc, ils sont effectivement au niveau de la maison d'arrêt. Donc, si vous commettez des infractions, sachez que vous pourrez également aller à la maison d'arrêt. Pourquoi a-t-on créé des prisons? Les prisons, les maisons d'arrêt sont des centres en fait où lorsque vous y êtes, on vous envoie en prison pour vous empêcher de commettre en fait encore les mêmes choses. C'est pour vous sanctionner en fait. Lorsque l'acte que vous avez posé nécessite ou est d'une gravité telle qu'il faille vous garder quelque part. Donc on vous prive de liberté pour vous empêcher de refaire les mêmes bêtises, et on vous prive de liberté également pour que le fait que vous soyez à la maison d'arrêt soit pour vous un moyen de vous rééduquer, de vous resociabiliser. Parce qu'on estime que quelqu'un qui a
qui a posé des actes ou qui a eu des comportements interdits par la loi, c'est quelqu'un qui a manqué de connaissances, qui a manqué d'informations. Et lorsque vous êtes détenu, on estime que vous êtes détenu non seulement pour vous sanctionner, parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais aussi pour vous rééduquer, pour vous expliquer que ce que vous avez fait, c'est mal, c'est contraire aux règles édictées dans la société et c'est interdit par la loi. Comme ça, vous êtes dans ce centre, ça vous permet de vous remettre en question et de vous dire, bon là, je suis là, quand je vais sortir de prison, je ne referai plus ce que j'ai fait parce que maintenant, j'ai compris que c'est interdit par la loi. Donc, les prisons sont des centres, en fait, de détention, mais également de resocialisation et de réintégration. Quelle est la différence entre les prisons des PSP et la prison de la maison d'arrêt? En fait, les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie ne sont pas des prisons et encore moins des maisons d'arrêt. Ce sont que des centres où les personnes peuvent être gardées à vue. C'est juste le temps que l'enquête avance. Ces personnes sont détenues au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Mais la garde à vue est encadrée, c'est-à-dire les personnes qui sont gardées à vue à la maison d'arrêt, à la police ou à la brigade de gendarmerie ne peuvent pas l'être au-delà de 72 heures. J'aimerais savoir quel peut être le nombre de jours qu'une personne doit faire à la maison d'arrêt avant son jugement. Alors, lorsqu'une personne est arrêtée et placée à la maison d'arrêt, normalement, le délai légal est de 4 mois. C'est-à-dire que la personne peut être détenue pendant 4 mois. Mais la loi prévoit, notamment dans le Code de procédure pénale, qu'on prolonge ce délai. Donc, logiquement, au-delà des 4 mois, si la personne n'est toujours pas passée en jugement ou alors elle n'a toujours pas été condamnée, cette personne peut bénéficier d'une mise en liberté d'office si elle a dépassé les 5 mois. Mais si elle est dans les 4 mois ou bien à 3 mois et que le procureur de la République prolonge sa détention, et la prolongation, elle est de 2 mois. Et la loi n'a pas fixé de limite dans la prolongation. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, avant que son jugement n'intervienne, est détenu pendant 4 mois, et que le procureur de la République, avant le délai de 4 mois, a prolongé sa détention, donc la prolongation est de 2 mois, donc du coup, il va rester encore 2 mois, donc ça va faire 6 mois. Et avant l'expiration des 2 mois, le procureur peut encore prolonger. Donc, du coup, il peut prolonger jusqu'à l'infini, en fait. Donc, tant qu'on prolonge, on est protégé par la loi parce que la loi n'a pas fixé de nombre de prolongations, ainsi de suite. Voilà. Mais sinon, le délai est de 4 mois. Coco, Laïla, Coco. Tu as volé un gâteau mêlé chez le chef du quartier. Tu es un voleur. Eh oui, viens. Oui, viens. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi traînez-vous cet homme devant moi? Monsieur le chef du quartier, ce monsieur que vous voyez là est un grand voleur. Il a déjà volé plusieurs fois les moutons du village. Et là, il vient de se faire surprendre devant la ferme de monsieur Mbemba. Bon, je signe un acte pour le traduire en justice. Demain, il sera jugé au tribunal du village. La cour! Faites entrer l'accusé. Monsieur, votre nom et votre prénom? Madame, je suis monsieur Kelina Malongi. Que faites-vous dans la vie? Je suis élève au groupe scolaire Les Amis de Jules Trésor. Quel âge avez-vous? J'ai 10 ans, madame. Ah bon? Vous avez à peine 10 ans? Bien, monsieur l'accusé. Où étiez-vous en date du 14 octobre 2020? Le ministère public vous a traduit devant moi vous traitant de voleur. Je suis un élève du groupe scolaire Les Amis de Jules Trésor. Madame la juge, je ne suis pas un voleur. En date du 14 octobre 2020, j'étais proche de la ferme de M. Mbemba. Ça, c'est vrai. Je n'avais pas un fusil en main, j'avais un cahier en main et un sac au dos. Je faisais ma lecture parce que le lendemain, je devais avoir un devoir. Faites entrer le premier témoin. Madame, votre nom et votre prénom? Immaculée Milando. Madame, levez votre main droite et jurez devant le tribunal de dire la vérité, rien que la vérité. Oui, je le jure. Madame, où avez-vous vu ce monsieur? Devant la ferme de M. Mbemba. Que faisait-il? Je ne sais pas. J'ai juste entendu des gens crier « Moïbie, 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 Moïbie ». Faites entrer le deuxième témoin.
Madame, votre nom et votre prénom. Je m'appelle Somba Lewis. Madame, levez votre main droite et jurez devant le tribunal de dire la vérité, rien que la vérité. Oui, je le jure. Madame, qu'est-ce que ce monsieur avait en main? Un cahier, un sac, madame la juge. Qu'avait-il dans son sac? Rien que des cahiers, pas autre chose, madame la juge. Madame la présidente. Oui, maître Nkaya, vous avez droit à la défense. En effet, madame la présidente, mon client que vous voyez, il n'a jamais volé. Il revenait de l'école comme il a dit. Je demande à votre tribunal de l'acquitter purement et simplement. Bien, laissez partir l'élève, il n'y est pour rien. Monsieur, vous êtes libre, il n'y a aucune preuve qui vous condamne. Merci, madame la juge, de votre verdict. Je suis ravie de voir cette scénette parce que dans cette scénette, vous voyez en fait tout ce que j'ai relaté tout à l'heure, en fait, c'est retrouvé dans la scénette. Vous avez eu le rôle du juge, le juge qui est là pour trancher, pour rendre les décisions. Vous avez le ministère public qui est là pour accuser, pour poursuivre, pour déclencher l'action publique. Là, en l'occurrence, c'était un vol. Et là, le ministère public accuse monsieur, j'ai oublié son nom, de vol des bœufs de monsieur Bemba. Il y a eu des témoignages. On a eu madame le juge qui était là pour trancher. On a eu également l'avocate de la personne poursuivie. Donc, l'avocat qui est vraiment venu plaider pour les intérêts de son client. Donc, l'avocat qui a représenté, qui a assisté, qui a défendu les droits de son client. Donc, la scénette, c'est vraiment la meilleure façon de se représenter et de comprendre les choses. Voilà. Et là, vous avez vu également que madame le juge a rendu une décision impartiale. Elle s'est vraiment basée sur les faits. Le monsieur a été attrapé avec son cartable et ses cahiers. Or, il est accusé d'avoir volé des brebis, des moutons. Hein, des moutons. Bon, est-ce qu'on l'a eu avec ces moutons? Non. Donc, on n'avait pas assez de preuves pour le condamner. C'est pour ça que la justice doit toujours peser le pour et le contre. Donc, on doit toujours se souvenir de la balance pour qu'il y ait un équilibre pour la quiétude et rendre une décision juste et équitable. Et tout le monde est présumé innocent. Voilà, là, il a été poursuivi pour le vol de ces moutons, mais jusqu'à ce qu'il soit condamné ou pas, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Et la preuve, là, il a été déclaré non coupable des faits qui ont été mis à sa charge. Bon, félicitations les acteurs. C'est en réalité le résumé de tout ce que nous nous sommes dit ici. Et je perçois qu'il y a des vocations cachées. Hein? Madame la juge, moi j'aime bien féminiser les postes. Madame la juge a été vraiment dans la peau du magistrat, de la magistrate chevronnée d'ailleurs, qui a eu la lucidité dans ses propos, dans sa réaction, dans sa... Non, pour rendre la décision qu'elle a rendue, c'est bluffant. Félicitations les enfants, et comme l'a dit Madame la magistrate tout à l'heure, on ose vraiment espérer qu'il y ait dans le lot des enfants qui se distinguent, hein, qui vont choisir ce chemin du droit pour véritablement faire appliquer la loi et pour établir les équilibres. Hein, quelqu'un qui est accusé à tort, et si la juge en charge de la question n'avait pas cette présence à l'esprit de cette finesse du droit, mais on condamnerait malheureusement ce pauvre innocent sans preuve. Voilà. Bravo encore les enfants. Je m'appelle Wawa Elie Trésor. Je suis une élève du groupe scolaire Les Amis de J. Trésor. Je voudrais savoir, que fait-on pour devenir magistrat? Alors, pour devenir magistrat, il faut avoir fait déjà des études de droit. Donc, lorsque vous avez votre baccalauréat, vous vous inscrivez dans une université de droit ou une école de droit. Et vous avez 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, vous avez soit une maîtrise, soit un master.
Et une fois que vous avez votre maîtrise ou votre master, vous préparez le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature ou à l'École nationale d'administration et de magistrature. Lorsque vous préparez ce concours, vous réussissez au concours, vous avez 2 ans de formation à la dite école et à l'issue de la formation, si votre formation est validée, vous êtes nommé et affecté en qualité de magistrat. Voilà, donc voilà comment devenir magistrat. Qu'est-ce qu'un procureur? Qu'est-ce qu'un substitut? Donc, alors, un substitut du procureur, en fait, c'est un magistrat qui assiste le procureur de la République. Donc, vous avez au niveau du parquet de la République, le chef du parquet de la République s'appelle le procureur de la République. Donc, le procureur de la République, c'est ce magistrat qui est chargé de déclencher l'action publique parce qu'il a l'opportunité des poursuites et c'est celui qui représente également, qui plaide pour l'intérêt de la société. Notamment dans une audience, c'est lui qui représente le ministère public. Et le substitut de la République, en fait, c'est un procureur, en fait, mais qui se substitue. Substituer, c'est remplacer. Donc, il remplace, en fait, le procureur. Donc, il a les mêmes prérogatives que le procureur, mais sauf que le procureur, c'est le chef. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne les directives. Mais sinon, les missions du substitut et les missions du procureur sont les mêmes. Est-ce que la justice est appliquée également aux enfants? Oui, effectivement, la justice est appliquée aux enfants, mais pour les enfants de moins de 15 ans, il n'y a pas de peine d'emprisonnement. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant commet un acte interdit par la loi, il y a des mesures au niveau de l'action sociale, il y a des mesures au niveau du juge des enfants pour essayer de faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais à partir de 15 ans, le mineur peut être emprisonné. Donc là, à l'heure actuelle, nous avons des mineurs qui sont à la maison d'arrêt parce qu'ils ont été condamnés ou ils ont été poursuivis pour des infractions, en fait. Les gens qu'on arrête pour les bavettes ou masques, dans quelle prison les emmène-t-on? Alors, en principe, les personnes qui n'ont pas de bavette ou de masque, lorsqu'elles sont interpellées, en fait, elles sont gardées au commissariat. Mais ça ne devrait pas durer, en fait. Elles payent leur amende, il y a une amende qui a été fixée, et puis elles sortent. Mais sinon, il n'y a pas de prison pour les personnes qui n'ont pas mis de masque. Quel sort la justice réserve-t-elle aux Koulouna et aux bébés noirs? Les Koulouna et bébés noirs, en général, sont des groupements, un groupement de jeunes, de délinquants, en fait, qui s'associent pour aller perturber, en fait, l'ordre public. Souvent, ils blessent des gens, ainsi de suite. Et donc, le code pénal interdit, en fait, tout ce qui est coups et blessures. Lorsqu'il y a des groupes de jeunes qui vont taper, blesser, couper, ainsi de suite, lorsqu'ils sont arrêtés par les officiers de police judiciaire, que ce soit les policiers ou les gendarmes, ils sont ensuite déférés au niveau du parquet. Et lorsqu'ils arrivent au parquet, on les place à la maison d'arrêt. Donc, ils passent devant un juge, comme on l'a vu tout à l'heure avec Madame le juge. Donc, et si les faits sont avérés, si on arrive effectivement à dire qu'ils ont réellement commis les actes pour lesquels ils sont poursuivis, à ce moment-là, ils sont condamnés et placés à la maison d'arrêt. Quelle différence y a-t-il entre un mandat de perquisition et un mandat d'arrêt? Le mandat de perquisition, c'est une autorisation pour aller fouiller au domicile de la personne, donc là où elle habite, ou alors à son bureau, ou à un autre endroit qui appartient, qui est censé représenter un espace privé. Et le mandat d'arrêt, c'est le mandat de recherche, de capture et de dépôt à la maison d'arrêt, en fait. Ma question est la suivante. Est-ce que depuis que vous étiez petite, vous avez toujours rêvé d'être magistrat? Quand j'étais plus jeune, je ne me voyais pas en tant que magistrate, en fait. Petite,
je me voyais plutôt comme avocate parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustices, il y avait beaucoup de personnes démunies qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'être conseillées, qui avaient besoin... Donc, je me voyais plutôt comme une avocate. Et en grandissant, j'ai commencé à aimer les sciences. J'ai aimé les lettres parce que j'étais bonne en sciences, j'étais bonne en lettres, j'étais bonne en art. Donc, en fait, quand je suis arrivée au collège, j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, parce que je voulais faire plein de choses. Je voulais faire de la musique, je voulais faire de la peinture, je voulais faire du journalisme, je voulais faire de la magistrature, je voulais faire de la chimie, je voulais faire des maths. En fait, je voulais tout faire. Mais à un moment donné, vous êtes bien obligé, quand vous arrivez en seconde, première, vous êtes bien obligé de vous déterminer. Et moi, c'était un peu... voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé, j'ai voulu faire une première S. Et puis finalement, en seconde, j'avais un prof de chimie, j'avais changé de prof de chimie et le prof n'était pas très, très sympathique. Et donc, j'ai perdu 2 points dans ma moyenne. Donc, j'avais 16 de moyenne et je suis passée à 14. Et donc, du coup, j'ai dit non. S'il faut que j'ai le même prof en première et en terminale, je n'ai pas envie. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais en série littéraire. Et en série littéraire, quand je suis arrivée à la fac, j'avais demandé une inscription. Et l'inscription que j'avais demandée quand j'arrive, je voulais faire sociologie. En fait, je voulais comprendre le comportement humain, ainsi de suite. Et quand je suis arrivée à la fac, on m'a dit, mais madame, on ne comprend pas. On vous a accepté à l'université, mais cette filière-là est fermée depuis 3 ans. Donc, il faut choisir autre chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais choisir? Déjà, je suis malheureuse parce que ça faisait plus de 3 mois, 4 mois que j'avais eu la réponse de l'université. Et là, on me dit que la filière a fermé. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, je vais faire des langues. Et après, je dis non, les langues qu'on me proposait ne me convenaient pas. Après, je dis, qu'est-ce que je vais faire? On me dit, mais faites de l'économie. Je dis non, pas d'économie. Je dis, bon, la seule chose que je peux faire, c'est peut-être 1 année de droit. Donc, je fais 1 année et l'année d'après, je change. Et puis, finalement, l'année d'après, je me suis dit, au lieu de m'arrêter à la première année, autant faire la deuxième. Et puis après, là, au lieu de m'arrêter là, autant avancer. Bon, et puis, en fait, chaque fois, j'ai avancé comme ça. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée à préparer le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je fais avocat ou magistrat? Je ne savais pas, en fait. Et puis, je dis, bon, je vais commencer par la magistrature et puis peut-être terminer par... Donc, c'est comme ça que j'ai atterri. Donc, c'était pas vraiment... j'avais pas rêvé d'être magistrat, en fait. Mais en devenant magistrat, j'ai compris que c'était le métier qui me correspondait le mieux parce que j'aime faire ce que je fais, en fait. Et quand je vois que j'arrive à trouver une solution, des personnes qui sont là, qui ont un souci, on leur trouve une solution, en fait, ça me procure un bien. Parce que quand vous venez dans ce métier-là, déjà, il faut vous dire que vous ne venez pas là pour l'argent. Si vous voulez faire de l'argent, il faut aller faire du commerce. Ce n'est pas du droit. Donc, quand vous êtes là pour appliquer le droit. Vous êtes là pour trouver des solutions et pour être juste. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous arrivez... Vous voyez, tout à l'heure, le juge a rendu une décision. Le monsieur qui pensait qu'il allait être enfermé, finalement, la justice lui dit « Non, vous n'êtes pas coupable, mais il est apaisé. » Et vous, juge, quand vous vous rendez compte que la personne en face n'est pas coupable et elle est rassurée, en fait, de ne pas aller en prison, ça vous procure une certaine satisfaction, en fait. Donc voilà un petit peu. Est-ce bon de torturer les détenus placés dans des prisons? La torture, il faut savoir que la torture est interdite. La torture est réprimée au Congo. Nous avons la Constitution. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu notre Constitution. La Constitution du Congo, en son article 11, interdit tout traitement cruel, inhumain, dégradant. Donc, tous les actes de torture sont interdits. Disons, à côté de moi, il y a un tableau qui a attiré mon attention sur l'article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. J'aimerais savoir, lorsque nous sommes soit au commissariat ou à la maison d'arrêt, est-ce que les personnes qui nous torturent seront eux aussi sanctionnées ou punies ou non?
Bien évidemment, il y a des personnes qui ont commis des actes de torture, qui ont été jugées, qui ont été condamnées et qui sont actuellement à la maison d'arrêt. Parce que les actes de torture sont interdits, sont prohibés. Donc, on ne peut tolérer des actes de torture. Est-ce que les gens qui sont malades en prison ont droit aux soins médicaux? Oui, tout à fait. Avoir des soins médicaux, c'est un droit. Et les personnes qui sont détenues à la maison d'arrêt ont droit à la santé et ils ont droit à des soins de santé. Vous avez au niveau de la maison d'arrêt une infirmerie dont lorsqu'une personne est malade, il y a des premiers soins qui peuvent lui être administrés. Lorsqu'au niveau de l'infirmerie, la maladie a un certain niveau et ne peut pas être traitée au niveau de la maison d'arrêt, à ce moment-là, ces personnes ont des autorisations pour sortir et aller voir des médecins à l'extérieur. Et lorsqu'ils vont, par exemple, au CHU ou dans d'autres hôpitaux de Brazzaville, ils sont accompagnés pendant les soins jusqu'à ce qu'ils repartent au niveau de la maison d'arrêt. Mais tous les malades, peu importe qu'ils soient détenus, condamnés, ils ont droit à des soins. Est-ce que si un enfant qui a que 12 ans, 13 ans commet un ordre d'assassinat, est-ce qu'on va le mettre en prison? Les enfants de 13 ans, on essaie d'appliquer des règles un petit peu souples. Mais lorsque un enfant commet un meurtre, c'est-à-dire que c'est volontaire, parce que ça peut être un accident, est-ce que vous voyez? Donc, il a poussé quelqu'un et puis la personne est tombée, s'est blessée ou a trouvé la mort. Ou alors, c'est quelqu'un qui décide de prendre un couteau, venir tuer. À ce moment-là, en fait, c'est le juge qui apprécie un petit peu. Mais sinon, un enfant de 13 ans qui tue de façon volontaire, il peut être détenu. Voilà, donc ne pensez pas que parce que vous avez cet âge-là que vous pouvez tout vous permettre. Voilà, donc c'est le juge qui apprécie. J'aimerais savoir, est-ce que des enfants de 15 ans peuvent faire la prison à perpétuité? Pour les mineurs, c'était quoi déjà la question? Non, pas à perpétuité. Madame, Messieurs, la toute première rubrique de notre émission L'avenir c'est nous touche à sa fin. C'était donc la rubrique dialogue. Et dans cette rubrique, les enfants étaient en face de Madame Sitou Milandou Lenda, qui est magistrate. Madame, Messieurs, dans un instant, nous allons donc prier Madame Ladir Kab, Madame Michael Pomba, qui représente le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, à récompenser les meilleurs enfants qui se trouvent dans cette salle. Donc, nous avons Wawa Eli Trésor, qui est à l'école primaire, et Fula Kinga Obé. C'est donc la seconde rubrique de cette émission, Les meilleurs. Je souhaite dire à tous les enfants ici présents, brillants que vous êtes, que le fait de voir 2 enfants primés ne vous décourage pas. Non, vous n'avez pas démérité du tout. Vous êtes des enfants intelligents, brillants. Ceux qui vont recevoir les prix aujourd'hui, c'est leur tour. Vous êtes d'accord avec moi que cette maison est la vôtre. Ce n'est pas pour la première fois que vous êtes ici. Ce n'est pas non plus pour la dernière fois que vous serez ici. Vous reviendrez et à chacun son tour, comme chez le coiffeur d'ailleurs. On ne peut pas coiffer tout le monde au même moment, n'est-ce pas? Voilà. Je transmets donc mes vives félicitations à tous les enfants qui sont ici au nom du secrétaire permanent. Et Mademoiselle Ouawa, on vous remet ce petit présent au nom du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales pour vous demander de faire encore plus d'efforts. D'accord? Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer sur cette lancée pour que dans 2 matins, que vous soyez comme Madame la magistrate devant vous. Félicitations. Kinga,
très brillant. Et en tout cas, je pense que c'est même un magistrat, un futur magistrat. Ah oui, hein, futur magistrat. C'est très bien. Hein, il faut continuer sur cette lancée. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales vous remet à travers mes mains ce petit présent, hein, pour vous encourager et continuer à aller de l'avant. D'accord? La République compte sur vous. L'avenir, c'est nous. Je remercie au secrétaire permanent de la Maison de la Société Civile de m'avoir offert ce présent et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Madame, Messieurs, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission où nous allons parler de la justice avec Madame Sitou, magistrate. À l'instant, nous allons lui remettre le micro. Question de prodiguer des conseils à nos enfants et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Tous les élèves ici présents, je vous encourage à aller vers les métiers du droit. Parce que le droit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans une nation. Vous le comprendrez une fois que vous aurez décidé d'épouser cette carrière. La carrière, le métier de magistrat est un métier très noble. Mais c'est un métier qu'il faut vraiment pratiquer, exercer avec toutes les valeurs et toute la déontologie qui entoure l'exercice de notre profession. Voilà. Donc, je vous encourage à devenir des magistrats. Je vous encourage à devenir des hommes et des femmes de droit, mais avec des principes. Parce que si vous pratiquez le droit sans valeur, sans principe, vous aurez perdu votre temps. Voilà. Allez, bon courage à vous et surtout, faites le choix de la magistrature. Le président de la République a un souci constant pour ses enfants, pour ses jeunes, parce qu'il croit fermement que la vraie richesse de notre pays n'est pas constituée de bois, n'est pas constituée de pétrole, n'est pas constituée de diamants, de l'or et toute autre chose, même si cela est important. Mais la vraie richesse, ce sont les ressources humaines. Et rien ne va être épargné dans cette dynamique qui va dans le sens de la promotion de la ressource humaine de qualité et de haute qualité. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, ce qu'est devenu le lycée de la Révolution, et je crois que les établissements de ce genre sont rares à trouver en Afrique au sud du Sahara. Et si vous visitez la future université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, et je parie que vous pouvez sillonner tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara, trouver l'envergure de ces établissements. Déjà, simplement du point de vue même des bâtiments et des investissements, c'est rare, mais tout ça, ça concourt à cet objectif. Et nous, au niveau du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, nous allons développer des programmes très intenses ici à Brazzaville, à l'intérieur du pays, et nous allons même encore imaginer certainement d'autres approches et réfléchir encore même avec la participation des enfants eux-mêmes pour trouver des mécanismes les plus fiables qui pourront nous permettre de commencer à booster la conscience des gens. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'avenir, c'est nous. Nous recevions sur notre plateau Madame Sitou Linda, qui est magistrate, mais aussi membre de l'Association des femmes juristes du Congo. Elle est très active, vous l'avez suivie tout au début de cette émission. Nous disons merci à Madame Ladirkab, qui est venue représenter Monsieur Germain Sefassi Wangi, qui est secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Merci aux amis de Gilles Trésor. Merci. Au revoir et à dimanche prochain. Coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, et les maîtresses, et laïla.